Merci d'avoir choisi Radio J pour démarrer votre après-midi. On est ensemble jusqu'à 14h30. Un 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook Live et YouTube. Au sommaire de cette édition, le vote à l'unanimité ce matin par le cabinet israélien de l'accord de normalisation avec les Émirats Arabes Unis. On y reviendra dans quelques instants dans le journal avec Gabriel Attal, puis avec notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. On fera également le point, comme tous les jours, sur le procès des attentats de janvier 2015. La 7e semaine du procès a démarré tout à l'heure. Et puis aux alentours de 14h17, mon invité sera Jérémy Haddad, c'est le président des EI, les éclaireurs israélites, et il dirige la revue de pensée juive du mouvement scout juif, l'éclaireur, une belle revue qui vient de sortir son nouveau numéro consacré à la crise. Voilà, vous savez tout du sommaire. Tout de suite, le premier bulletin d'information de l'après-midi. Gabriel Attal, bonjour. Bonjour Steve. En Israël, donc, le cabinet a voté à l'unanimité en faveur de l'accord de paix entre l'État hébreu et les Émirats Arabes Unis. Benjamin Netanyahou et le prince héritier émirati Mohammed bin Zayed se sont entretenus au téléphone ce week-end. Je l'ai invité à visiter Israël et il m'a invité à visiter Abu Dhabi, a déclaré le chef du gouvernement israélien. Mais avant cela, nous verrons une délégation des Émirats ici et une autre de nos délégations s'y rendra. L'accord de paix israélo-émirati sera débattu à la Knesset ce jeudi. En Israël, où les chiffres du coronavirus continuent d'être encourageants. Le ministère de la Santé a rapporté 1609 nouveaux cas de coronavirus les dernières 24 heures, soit 51 698 cas actifs. Parmi eux, 823 patients sont dans un état grave et 224 sous respirateur. Le taux de positivité des tests continue de baisser. Il est à présent de 7,7%. 1983 personnes sont décédées des suites de la Covid-19 au total dans le pays. Et Benjamin Netanyahou a déclaré hier lors d'une réunion avec les principaux ministres responsables de la santé que le confinement nous a sauvés d'une hausse phénoménale de nouveaux cas alors que le taux de morbidité monte en flèche en Europe. Chez nous, il diminue, a ajouté le chef du gouvernement. Et on écoute le Premier ministre israélien. Il y a des premiers signes de réussite. Nous avons besoin de quelques jours de plus pour nous en assurer et même ensuite que la sortie du confinement soit progressive, responsable et prudente. Nous autoriserons les entreprises comptant jusqu'à 10 employés qui ne reçoivent pas de mandat à rouvrir. Nous rouvrirons également les écoles maternelles, mais nous rouvrirons les choses par étapes, avec attention, avec des critères clairs pour passer d'une étape à l'autre. Voilà, c'était le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le Rav Chaim Kanievski a révoqué hier un ordre qu'il avait émis un peu plus tôt dans la journée, qui appelait à l'ouverture des écoles orthodoxes pour les garçons. Toutes les écoles d'Israël ont été fermées pendant le confinement actuel pour freiner la propagation du coronavirus. Et selon les médias orthodoxes, le rabbin de 92 ans, actuellement malade de la Covid-19, a d'abord affirmé au directeur d'école associé à sa branche lituanienne non chassidique du judaïsme orthodoxe qu'il devrait ouvrir comme d'habitude après la fête de Sukkot. Il a ensuite annulé son ordre en disant d'abord que si les écoles pouvaient rouvrir, il était préférable qu'elle le fasse en coordination avec les autorités locales, puis en les révoquant complètement. Après la fête de Simchat Torah, l'état du Rav Chaim Kanievski a été jugé comme bon hier soir. Le rabbin de 92 ans a assisté aux célébrations de la fête assis. Politique, Yaakov Litzman devrait revenir au gouvernement quelques semaines, pourtant à peine après sa démission de son poste de ministre du Logement, Gabriel. Le chef du parti Judaïsme unifié de la Torah a discuté hier avec Benjamin Netanyahou et des représentants du parti pour trouver un moyen pour lui de retrouver un poste. Au cours de la réunion, il a été convenu que le vice-ministre des Finances, Yitzhak Cohen, du Chasse, soit promu au poste de ministre du Logement. Yaakov Litzman serait alors nommé vice-ministre du Logement. Cette nomination aurait pour but de maintenir l'équilibre entre les postes de ministre et de vice-ministre alloués à chaque parti dans l'accord de coalition signé entre le Likoud et l'Alliance Bleu-Blanc il y a quelques mois. Le gouvernement a d'ailleurs approuvé tout à l'heure la nomination d'Yitzhak Cohen en tant que ministre du Logement. Le cabinet israélien Gabriel qui a également approuvé aujourd'hui l'alia de 2000 juifs éthiopiens. Ces falachas qui attendaient d'émigrer dans des camps dans leur pays devraient arriver entre la fin de cette année et début 2021. La ministre de l'Intégration et de l'Alia, Pnina Tamano-Shata, a déclaré qu'elle était très heureuse que le gouvernement ait approuvé à l'unanimité sa proposition de permettre à ceux qui attendent de faire leur alia. C'est une question très douloureuse et de longue date et il est temps de mettre fin à cette injustice qui pleure au ciel, a affirmé Pnina Tamano-Shata.
14h05, on ouvre maintenant la page France de ce bulletin d'information. Emmanuel Macron s'exprimera mercredi à 20h à la télévision. Le président français invité de TF1 et France 2 évoquera la situation sanitaire du pays alors que les indicateurs se dégradent. Il s'adressera aux Français pour la 5e fois à la télévision depuis le début de la pandémie. Dans le même temps, le Premier ministre Jean Castex a mis en garde contre la recrudescence de la pandémie, n'excluant pas de nouvelles restrictions et notamment des reconfinements locaux. Et on écoute Jean Castex. D'abord que le reconfinement général doit être par tout moyen évité. Encore une fois, c'est possible si nous nous y mettons tous. Ensuite, cette semaine, il y aura comme toutes les semaines un conseil de défense. Nous verrons quelles sont en ce début de semaine les données épidémiologiques pour voir s'il y a lieu d'aller plus loin. Je vous rappelle quand même que nous venons de classer Montpellier et Toulouse en zone d'alerte maximale. Donc, il faut voir ce que ça donne dans ces collectifs. Donc c'est pas exclu. C'est pas exclu des reconfinements locaux. Monsieur, rien ne doit être exclu. Rien ne doit être exclu, explique ce matin le Premier ministre Jean Castex. Jean Castex a également appelé les Français à ne pas se relâcher. Nous sommes dans une situation très difficile, a constaté le chef du gouvernement. La deuxième vague est là et j'appelle à ce que nous nous mobilisions toutes et tous pour faire face à cette deuxième vague. Il ne peut pas y avoir de relâchement. Si dans cette période de 15 jours, nous voyons que les indicateurs sanitaires se dégradent beaucoup, que les lits de réanimation se remplissent plus que prévu, nous pourrons prendre des mesures supplémentaires, a ajouté le Premier ministre sur France Info ce matin. Et puis on fait un point comptable de cette épidémie en France. Plus de 16 000 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés hier, Gabriel. La hausse des hospitalisations en réanimation continue, mais les nouvelles admissions sont en légère baisse avec 73 patients admis, soit 37 de moins que la veille. Deux nouvelles grandes villes, Toulouse et Montpellier, Jean Castex le disait, passeront en zone d'alerte maximale à partir de demain. Elle a beaucoup été contestée et peu téléchargée. Une nouvelle version de l'application Stop Covid sera lancée finalement le 22 octobre. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre ce matin sur France Info. Le chef du gouvernement a reconnu que l'application n'avait pas eu les effets escomptés pour lutter contre la pandémie. Stop Covid, sous sa forme actuelle, a été installé plus de 2,6 millions de fois depuis début juin, soit bien moins que les applications britanniques et allemandes, par exemple, téléchargées respectivement 16 et 18 millions de fois. Selon des chiffres gouvernementaux, la semaine passée, seulement 7 969 personnes s'y sont déclarées comme étant positives et 472 notifications ont été envoyées à de potentiels cas contacts. La suite du procès des attentats de janvier 2015, on retrouve Michel Zarbib en direct depuis le tribunal de Paris. Bonjour Michel. Bonjour Steve, bonjour à tous. Michel, le procès est entré ce matin dans sa 7e semaine. À la barre aujourd'hui, l'accusé Mickaël Pastor Al-Ouatik. Que lui est-il reproché ? Et jusqu'à présent, Nésor Pastor Al-Ouatik niait avoir touché les armes de Koulibaly, celles qu'il a utilisées pour l'attentat notamment de Montrouge et de l'Hypercacher. Mais ce matin, ça a été la nouveauté, il est arrivé en changeant sa version. Il a raconté avoir accompagné Koulibaly donc le 5 janvier, rappelez-vous des attentats, donc 7 et 8 et 9, et avoir découvert les armes par hasard, dit-il, dans le coffre de sa voiture. J'ai touché les armes, je les ai manipulées, j'étais excité et en même temps j'avais peur. Pendant 5 ans, je n'avais parlé à personne d'un autre élément, la fameuse et terrible Clio. La voiture était en bas de chez Pastor Al-Ouatik. Tout ce qui pouvait me relier à Mehdi, il l'appelle par son prénom, ça me faisait peur. Je suis resté paralysé, un réflexe de merde, dit-il. Si vous ne me croyez pas, tant pis, c'est de ma faute, ce sera pour ma gueule. Nésor Pastor Mickaël Al-Ouatik a donc parlé pour la première fois d'une autre visite de Koulibaly. C'était le 3 janvier. On se félicite que la mémoire vous soit revenue, observe le premier assesseur, et qui va revenir sur les différentes versions de l'accusé. Michel, son antisémitisme est-il clairement établi ? Alors justement, c'est très difficile parce qu'il est très proche de Koulibaly, qui lui est radicalisé furieusement, mais de l'antisémitisme, il dit d'abord « ma vie elle est foutue à vie ». Al-Ouatik est relié désormais à Koulibaly, condamné ou pas. Je n'avais pas peur de Koulibaly, ce n'était pas mon menteur. Mais il ne faut pas oublier que ma sœur, dit-il, Pastor Al-Ouatik, est juive, mes nièces et mes neveux aussi. Je fais Hanouka, je monte la souka, dit-il, avec l'accent, comme s'il s'agissait d'un vrai fidèle du judaïsme. Et c'est pourquoi, en l'occurrence, Pastor Al-Ouatik dit n'avoir jamais aidé à acheter des armes ou des fournitures. Il n'aurait pas pu être contre les siens, contre sa propre famille. Doli, il l'appelle par son surnom, Koulibaly, était mon ami, mais il m'a trahi. Lui, il est mort et moi, je suis dans le box. Et dans quelques instants,
Steve, on va continuer cette fois-ci avec les avocats de la défense et des parties civiles à interroger l'individu qui a apporté donc des nouveautés ce matin, mais qui va devoir s'expliquer aussi sur ces changements de version. Michel Zerbi, au procès des attentats de janvier 2015. Merci Michel. Merci. La suite de l'actualité, Gabriel, le prix Nobel d'économie a été attribué ce midi aux Américains Paul Milgrom et Robert Wilson. Le premier, âgé de 72 ans, et son compatriote de 83 ans ont conceptualisé une théorie sur l'optimisation des ventes aux enchères, notamment utilisée dans l'attribution des fréquences télécom comme la 5G. Le prix Nobel d'économie leur est remis pour avoir amélioré la théorie des enchères et inventé de nouveaux formats d'enchères au bénéfice des vendeurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier, a indiqué le jury de l'Académie suédoise des sciences. Et puis, suite à l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, Gérald Darmanin veut interdire la vente au public des mortiers d'artifice. Le ministre de l'Intérieur a exprimé sa volonté d'interdire par la loi la vente au public de ces objets considérés comme des armes par destination. Ils peuvent blesser, ils peuvent tuer. Il faut aujourd'hui que nous arrêtions la vente sur Internet. Cette vente qui n'est pas destinée à des professionnels, a ajouté l'ancien ministre des Comptes publics. Et le locataire de la place Beauvau a également indiqué qu'Emmanuel Macron recevra ce jeudi les syndicats de policiers. Encore un mot de l'actualité internationale. La Turquie va renvoyer son navire d'exploration en Méditerranée orientale. Ça risque de créer un certain nombre de crispations, Gabriel. Oui, notamment avec la Grèce. Le bateau sera dans ses eaux du 12 au 20 octobre dans la zone où il se trouvait en août et en septembre. Cela pourrait générer de nouvelles tensions avec la Grèce. Comme je vous le disais, le navire turc opérera des activités dans la région, y compris au sud de l'île grecque de Castellorizo. Selon le message envoyé par le système maritime d'alerte Navtex, son redéploiement est une menace directe à la paix et à la sécurité dans la région, a estimé le ministère grec des Affaires étrangères. Et puis on termine avec du sport. Raphaël Nadal a remporté hier son 13e Roland-Garros. Il est phénoménal. L'Espagnol a battu Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5. Le Taureau de Manacor a du même coup remporté son 20e titre du Grand Chelem, rejoignant ainsi Roger Federer dans ce domaine. Vous êtes très ému, Gabriel. Merci. 14h12, l'heure de s'envoler vers Israël, où nous attend, comme tous les jours, notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadja. Pascal, le cabinet israélien a approuvé ce matin, on l'a dit, l'accord de normalisation avec les Émirats arabes unis, signé le 15 septembre dernier. Un accord approuvé à l'unanimité. Ce texte doit désormais être présenté jeudi à la Knesset. Le texte doit effectivement être soumis à la Knesset, un accord qui est d'ailleurs plus que normalisation, puisque c'est bel et bien un traité de paix qui a été conclu le 15 septembre, que la Knesset va devoir approuver. Alors, dans l'ensemble, ça ne devrait pas poser de difficultés. Il y a toutefois eu quelques réserves, notamment de la part d'un ministre du parti blanc-bleu qui a regretté que le texte ne soit pas soumis en débat préalable à la Commission des Affaires étrangères et de la défense de la Knesset, comme c'est l'usage. Là-dessus, le président de la Knesset lui a répondu que c'était un usage et pas une obligation. Et puis, peut-être plus intéressant, la remarque du leader du parti Ihoud Leumi, Union nationale, Bezalel Smotrich, qui lui réclame des éclaircissements sur des clauses non écrites, peut-être verbales ou secrètes, concernant des arrangements entre Israël et les Émirats arabes unis sur le mont du Temple, les mosquées du mont du Temple plus précisément. Droit de supervision, droit de visite, on ne sait pas exactement. Smotrich lui-même n'a pas été très disert sur le sujet, en disant qu'il avait entendu des négociateurs évoquer le sujet, mais Pascal, pas vu. Pardon Pascal, oui. Est-ce que cette question peut être explosive alors que s'ouvre aujourd'hui la session hivernale de la Knesset ? Cette question du mont du Temple et de l'accès au mont du Temple éventuellement à modifier ? C'est assez peu probable dans la mesure où, de toute façon, les accords bilatéraux passés, notamment avec la Jordanie, prévoyaient déjà des arrangements sur le mont du Temple et accordaient à la Jordanie ce qu'on appelle un statut spécial, qui fait qu'effectivement, la Jordanie a aussi un droit de regard sur ce site extrêmement sensible. Donc,
a priori, ce qui aurait pu être concédé aux Émirats, sous toute réserve d'ailleurs, puisqu'on n'a rien vu à ce sujet, ne devrait pas véritablement faire obstacle à l'approbation du texte par la Knesset. Alors Pascal, on annonce également qu'une prochaine rencontre devrait avoir lieu, ou pourrait avoir lieu, entre Benjamin Netanyahou et le prince héritier émirati Mohammed Ben Zayed. Est-ce que vous avez plus de détails sur la question ? Pas pour l'instant. On sait qu'une délégation officielle israélienne conduite par le Conseil à la sécurité nationale d'Israël s'était déjà rendue à Abu Dhabi. Donc il y a évidemment réciprocité. On attend maintenant la visite d'une délégation officielle émirati en Israël. La rencontre évidemment entre les leaders des deux pays devrait aussi être actée, mais pour l'instant on n'a encore pas de précision ni sur la date ni sur le lieu de cette rencontre. Une rencontre qui serait historique selon vous ? Qui serait bien sûr historique dans la mesure où évidemment le symbole de deux chefs d'État serait une manière effectivement de concrétiser et de personnifier ce traité de paix. Donc là évidemment encore une étape supplémentaire dans cette normalisation. Merci beaucoup Pascal Sunshine, Pascal qu'on retrouvera demain avec grand plaisir pour un nouveau direct de Jérusalem. Bonne journée Pascal. Bon après-midi. 14h16 sur Radio J, on va marquer une pause, mais ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal. On sera en compagnie de Jérémy Haddad, le président des EI, les scouts juifs. Voilà, restez avec nous, vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Naziar au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Jérémy Haddad, bonjour. Bonjour Steve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président des éclaireurs israélites, les EI. Et avant d'évoquer ensemble l'excellente revue que vous dirigez, l'éclaireur, un mot d'abord sur les activités de votre mouvement. Comment s'est passée la rentrée aux EI ? Alors déjà, si je peux juste faire un petit retour à la question, c'est aussi comment se sont passés les camps d'été au mois de juillet. Vous avez raison de le préciser. Voilà, énormément d'incertitudes sur les capacités à les mener. Et à notre grande satisfaction, on a pu mener la totalité de nos camps, vraiment la totalité, en France évidemment. On a juste reporté les camps qui devaient se passer à l'étranger, on les a relocalisés en France, mais sinon tous les camps, donc plus d'une quarantaine de camps se sont déroulés en France. Et sans accroc. Et je dois dire que, et sans accroc, alors évidemment on a eu quelques petites péripéties, évidemment on a eu un camp sur lesquels on a eu des cas de Covid, mais avec le comité médical qu'on avait monté pour l'occasion, ainsi que de bonnes relations avec l'ARS locale. On a réussi donc à circonscrire le problème et à faire en sorte que l'ensemble du camp se déroule jusqu'à la fin. Voilà, donc sans accroc, et je dois dire que ça a été de l'avis de tous parmi leurs meilleurs camps, puisqu'après 2-3 mois de confinement, ils étaient évidemment ravis de se retrouver pendant près de 3 semaines en plein air et avec leurs amis. Et c'est donc sur cette expérience estivale que vous surfez pour reprendre les activités de la nouvelle année aux EI. Je dois dire qu'on ne les a pas complètement repris au mois de septembre, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'incertitudes. Ensuite, les fêtes sont arrivées très vite, et puis les fêtes sont tombées pendant le week-end. En revanche, on a décidé, et avec un protocole adapté, de faire repartir nos activités à partir de ce dimanche 18 octobre. Donc vous démarrez après les universités, si je comprends Exactement. Bien. Est-ce que le protocole sanitaire va être adapté ou ce sera le même que celui qui était adopté pendant l'été, grosso modo ? En fait, on est en relation évidemment très très étroite via le scoutisme français, qui est la fédération des principales associations de scoutisme, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui nous a envoyé un protocole pour ce qu'on appelle les accueils collectifs de mineurs. C'est comme ça qu'on appelle en fait les activités organisées par les mouvements de jeunesse. Et donc ce protocole des accueils collectifs de mineurs, il est effectivement dans une certaine mesure assez semblable à celui qu'on avait reçu avant l'été, et on va l'adapter pour que nos activités soient évidemment se réalisent dans le plus strict respect de ce protocole sanitaire. Et les parents sont-ils un peu plus inquiets que d'ordinaire, en tout cas ceux que vous avez pu croiser ou eu par téléphone ou par mail pour préparer cette rentrée ? Écoutez, ça dépend. Certains ne le sont pas du tout. Et d'ailleurs, on a vu, lorsqu'on a ouvert nos inscriptions, on a plutôt ouvert nos inscriptions pour le camp d'été l'année dernière au mois d'avril. Et le mois d'avril, c'était quand même le pic de la maladie. Et pourtant, on a eu vraiment énormément d'inscrits. La seule tranche d'âge qui était un tout petit peu réservée au mois d'avril, c'était la tranche 8-11 ans.
Et rapidement, en fait, à partir du moment où il y a eu le déconfinement au mois de mai, etc., on a eu finalement un volume d'inscrits quasiment, peut-être avec un tout petit peu de déperdition, mais quasiment identique à ceux des années précédentes. Donc les parents ne sont pas spécialement inquiets. Il y a toujours des exceptions, mais globalement, ils font aussi confiance à leurs groupes locaux. Vous savez que les EI sont organisés par groupe local. Il y a une connaissance assez forte des animateurs. Ils les connaissent évidemment de façon très proche. Sont parfois des amis, sont parfois des enfants d'amis. Donc il y a une. Voilà, puis j'imagine que les échanges sont continus entre les parents, les monos, comme on les appelle. Jérémy Haddad, je le disais en préambule, c'est un très intéressant numéro de l'éclaireur que vous nous proposez ces jours-ci. Il est joliment titré « Toujours prêt » avec un point d'interrogation face à la crise. Et vous écrivez dans votre édito que nos sociétés peinent parfois à anticiper le pire, comme on l'observe d'ailleurs ces derniers mois face à la Covid-19. Pourquoi selon vous ? D'abord parce que nos sociétés, elles sont extrêmement complexes. Elles sont de plus en plus compliquées avec une intrication et un enchevêtrement d'organisation, de personnes, d'événements qui est très très au-delà de nos capacités de prévision. Et donc je cite dans mon édito Nicolas Nassim-Taleb qui a écrit ce fameux livre Le Signe Noir, qui était d'une certaine façon annonciateur de la crise financière de 2008. Où Nicolas Nassim-Taleb, ancien trader, se rendait bien compte que il y avait énormément d'algorithmes et de on va dire de modélisation qui n'étaient plus comprises par grand monde, et donc ça devenait très très compliqué d'anticiper quoi que ce soit. Donc la complexité du monde empêche l'anticipation des crises à venir. Alors elle empêche la prévision. Elle empêche la prévision, mais en revanche elle n'empêche pas une forme d'anticipation. Alors quelle est la différence ? La prévision, c'est de dire il va arriver ça. Donc, on va se préparer. Ça, c'est très difficile. Même si Bill Gates avait d'une certaine façon prévu qu'il y aurait un jour une pandémie de ce type-là, ça n'arrive pas derrière à percer auprès des gouvernants, auprès des administrations, etc. En revanche, ce qu'il faut, c'est être capable d'anticiper le maximum d'événements possibles. Et ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est véritablement faire en sorte qu'on ait une société qui soit la plus agile possible, qui soit la plus, pour reprendre encore les mots de Taleb, antifragile. C'est-à-dire, un peu comme le peuple juif, il lui est arrivé énormément de choses dans sa longue vie de 3000 ans, mais voilà, ce ne sont pas des murailles qui les ont protégés. Eh bien justement, vous me lancez la perche. Vous me lancez la perche, Jérémy Haddad. Votre parti pris dans ce numéro est qu'il existe une réponse juive, multiforme évidemment, à la fois à cette crise peut-être, mais de manière générale à la crise en général. Quelles ont été les grandes stratégies de la tradition juive pour affronter au cours de l'histoire ces moments de flottement et de peur ? Alors, il y a plusieurs choses. Après, ça va être très difficile de résumer. Vous n'avez pas 2 heures. Non, c'est clair. Mais d'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une forme de préparation. La Achana, comme on le dit en hébreu, et c'est vous savez, toujours prêt. C'est un slogan scout. Mais c'est là aussi où on dit Nachon. Nachon, c'est le fait qu'on soit prêt. C'est la devise des scouts en Israël. Et il y a Nachon, la Achana, on est prêt parce qu'on est préparé. Donc d'abord, il y a une forme de préparation qui est absolument indispensable et qui est même fondamentale. Ensuite, il y a la question de, quand on dit l'imprévisible en hébreu, on dit biltit tsafouye. C'est-à-dire qu'il n'a pas été prévu, qui n'a pas été prévu. Et tsafouille, justement, c'est la question de l'anticipation. Un tsofé, en hébreu, c'est quelqu'un qui est un prophète. C'est un synonyme de prophète. Les scouts, c'est-à-dire les éclaireurs, comme on le dit en français, en hébreu, on dit ça les tsofim. Vous savez, Arat Tsofim, le mont Scopus. Oui, bien sûr. Voilà, en fait, Arat Tsofim, c'est quoi ? C'est le mont, le Tsofim, ça vise une terme de cible. C'est quelque chose qu'on est capable de voir de loin. Et voir de loin, on dit Arat Tsofim parce qu'évidemment, il y a un prisé par les militaires. Et qui est un point stratégique parce que toutes les armées, effectivement, pouvaient, à partir de ce point-là, voir grand, voir loin et donc se préparer un maximum. Et puis enfin, il y a peut-être un dernier point qui est issu de la tradition un peu plus racidique, qui est le concept de Ishtadlut. Ishtadlut, c'est le fait de s'encourager, de s'exhorter à être un homme. Vous savez, il y a une citation célèbre dans Pirkei Avot qui dit là où il n'y a pas d'homme, efforce-toi d'être un homme. Voilà, et efforce-toi, c'est Ishtadel. C'est le fait de s'obliger à avoir une obligation de moyens et à faire des choses pour
pouvoir se préparer un maximum. La revue d'ailleurs s'ouvre. Je vous en prie, terminez. Non, pour résumer, c'est se préparer, c'est anticiper, et puis c'est s'encourager soi-même à être, à s'engager pour pallier les crises les plus folles. La revue, vous parliez des mots, mais la revue s'ouvre avec une analyse du lexique de la crise en hébreu. Donc il y a cette double page très intéressante, mais aussi une interview du rabbin et philosophe Marc-Alain Waknin. Et on apprend en le lisant que le mot d'épidémie, par exemple en hébreu, selon que l'on le nomme Magéfa ou Déver, n'a pas forcément la même portée. Oui, absolument. Donc Marc-Alain Waknin, vous le connaissez, hein, c'est un grand jongleur de mots et un grand connaisseur des étymologies hébraïques. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'en effet, il y a un mot en hébreu pour dire épidémie, il est employé d'ailleurs en Israël, c'est Magéfa. Mais ce que Marc-Alain Waknin dit, c'est que l'hébreu moderne n'a probablement pas utilisé le bon terme. Parce que Magéfa, lorsqu'on le voit dans la Torah, c'est une crise extrêmement ponctuelle. Ce qu'a donné Nagif, le virus en hébreu. Hein. Exactement, Nagif, le virus, c'est très brutal. Vous savez, c'est une punition. Lorsqu'ils punissent, par exemple, les enfants d'Israël dans le désert, boum, il envoie une magéfa, une épidémie, puis après, tout est terminé. Et ce que dit Marc-Alain Waknin, c'est pas du tout ce qu'on vit. Ce qu'on vit, c'est quelque chose de long, c'est quelque chose qui diffuse, et lui dit il faudrait plutôt utiliser le mot de dévers. Dévers, c'est la peste, c'est une des plaies d'Égypte, et clairement, il reprend plein d'étymologies avec le mot dévers. Il y a Dvorah, qui est l'abeille, vous savez, qui part. Il y a le radeau, qui se dit Dovra. Il y a encore plein d'autres mots comme ça, en fait, qui expriment le mouvement, qui expriment le trajet, qui expriment le fait que ça passe d'un endroit à un autre. Et la peste, l'épidémie, c'est effectivement ça qui est douloureux, c'est que c'est pas circonscrit, c'est que ça se répand, et on le voit ici dans le monde. Et ça s'installe dans le temps. Et ça s'installe dans le temps, exactement. Et donc, voilà pourquoi il prône plutôt l'utilisation du mot dévers plutôt que magéfa. Et c'est à penser en lisant votre très belle revue. Merci beaucoup, Jérémy Haddad, d'avoir été mon invité. L'éclaireur est à retrouver sur votre site et dans toutes les bonnes librairies juives. À bientôt sur Radio J. Merci à vous. Au revoir. 14h28, j'aimerais maintenant vous signaler, avant de nous quitter, un nouveau programme ce soir chez nos confrères et amis de Judaïque FM. À 21h, j'aurai le plaisir de présenter la nouvelle émission sportive de la fréquence. Ça s'appelle Classico et ça reviendra tous les lundis à 21h. Au programme du foot, évidemment, beaucoup de foot, avec notamment l'analyse de la rencontre de l'équipe de France hier soir contre le Portugal. On évoquera également la défaite de la sélection israélienne contre la République tchèque. Du foot donc, mais aussi du tennis. Autour de la table, des chroniqueurs, des spécialistes, notamment un journaliste du magazine SoFoot, et surtout de la bonne humeur. Ça démarre donc ce soir à 21h, ça s'appelle Classico et vous pourrez le suivre sur votre radio bien sûr, mais aussi sur le site de Judaïque FM et en vidéo sur Facebook et YouTube. De la musique pour terminer cette demi-heure, c'est la bande-son du 14h. On découvre aujourd'hui le nouveau titre de Kenji Girac. Vous connaissez, Hélène ? Eh ben non, mais Steve, je me demandais si vous exerciez pas un voyage au pôle Nord. Et vous vous préparez parce qu'il fait, dans ce studio, il fait moins 15. C'est pour ventiler les studios. Ventiler. Non, mais je connais, oui, bien sûr. Voilà, et ben, figurez-vous que le vainqueur de The Voice a sorti vendredi son nouvel album intitulé Mi Vida. Et parmi les titres de ce nouvel opus, une reprise de l'hymne national israélien, la Tikva, pardon. Kenji chante non pas les paroles célébrant le retour attendu du peuple juif sur sa terre, mais un chant religieux chrétien, ô prends mon âme. On en écoute ici quelques secondes. Une mayonnaise qui a suscité l'intérêt et l'étonnement depuis sa diffusion à la veille du week-end. Tout de suite et sans transition, Hélène Schumann et Philippe Sinclair prennent le relais. Bonjour et bel après-midi à vous. Merci beaucoup à tous nos auditeurs de votre fidélité. À ce soir donc 21h pour Classico et à demain pour un nouveau 14h. En attendant, portez-vous bien.